Aujourd'hui, le squad, on reçoit Alexis Bachelet, coach en force athlétique, athlète et surtout un passionné qui bouscule les codes du powerlifting. À seulement 25 ans, il est cofondateur d'OPT, coach des dizaines d'athlètes et contribue activement à la professionnalisation du powerlifting en France. Dans cet épisode, on va parler de méthodes et suivi d'entraînement, de techniques, mais aussi de stratégie de compétition, d'équipement et de sa vision du sport. Bref, ce qui fait vraiment un bon athlète de force. Alexis, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas encore? Écoute Max, merci pour l'invitation. Donc comme tu l'as dit, Alexis, maintenant j'ai 26 ans, j'ai pris un an, mais ouais, je suis donc préparateur en force athlétique, hein, tout simplement. J'ai la partie coaching et la partie formation, toujours dans la même branche. Donc c'est deux activités qui se combinent chez moi. Et voilà, du coup j'ai lancé avec mon associé OPT en 2019. On a commencé à 3 et puis maintenant on est 7. Ok, Voilà. on va en reparler juste après, mais est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec la force athlétique ce qu'est cette discipline et surtout pour quelles raisons toi tu as commencé la force athlétique et ce qui t'a donné envie après à devenir vraiment coach dans cette discipline? La force athlétique, c'est déjà un sport de force, donc le but c'est soulever le plus lourd possible. On a tendance à expliquer brièvement que c'est un cousin de l'haltérophilie, avec des mouvements différents. Donc le but c'est réaliser la meilleure performance sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. On a 3 essais par mouvement en compétition. On retient le meilleur des 3 essais réussis. Donc par exemple si je fais 180 réussi, 190 réussi et 200, je ne la monte pas, on retient 190. Pareil au développé couché, pareil au soulevé de terre. On fait le total des 3. Donc si j'ai fait 200, 200, 200, j'ai 600 de total. Et on est classé par catégorie de poids, comme en sport de combat ou en haltérophilie. Ok. Donc voilà comment ça fonctionne. Et après, on a des catégories aussi d'âge. Donc sub-junior, c'est moins de 18 ans. Junior, c'est jusqu'à 23 ans. Et ensuite, open jusqu'à 39. Et ensuite, on passe en master. D'accord. Donc là, on est classé comme ça. Et comment j'en suis venu à pratiquer la force athlétique? Déjà, j'étais mécanicien moto, donc rien à voir. J'étais pas spécialement sportif, enfin, je faisais du vélo et de la moto, mais rien à voir avec les sports de force. Et à la fin du bac pro mécanique moto, c'est soit je partais en BTS, mais en fait, je ne me voyais pas continuer là-dedans, au travers de tous les différents stages que j'avais fait. Soit, à ce moment précis, je m'étais mis à la muscu, et ça faisait 6 mois. Donc j'étais en internat, je faisais des tractions, des dips entre les chaises et des tractions au niveau de la porte. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît à l'heure actuelle? C'est la muscu, c'est l'entraînement. Donc on va partir en STAPS et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'arrive en STAPS, je fais la licence 1, la première année. Okay. Et arrivé sur la licence 2, donc j'étais déjà en option musculation. À Montpellier, tu peux choisir. Tu as un tronc commun et ensuite tu as ton option. Donc là, tu choisis tes différentes disciplines sportives. Donc j'étais en option muscu et ensuite en licence 2, je me suis spécialisé en entraînement sportif. Tu as 4 branches en STAPS. Tu as tout ce qui est éducation motricité, c'est pour les profs de PS. APA, c'est pour le côté santé, kiné, etc. Tu as le management du sport et tu as l'entraînement sportif. Donc ça, c'est pour la préparation physique. Donc je pars dans cette branche et le premier semestre, il était destiné à la force athlétique. Et pour avoir le 20 sur 20 en force athlétique, c'était le minima Europe. Donc ça représente un gros niveau. Donc même pour avoir ne serait-ce que la moyenne ou 12 sur 20, il fallait quand même bien pratiquer. Donc je me suis dit à ce moment-là, soit tu as 2 options, soit tu pratiques et tu t'entraînes pour avoir tes notes, soit tu deviens... athlète. Voilà, tu deviens athlète et du coup en fait je me suis directement inscrit en compétition. Et je me suis dit on part en compète et comme ça on se met à 200%. Je pourrais prendre mes résultats de compétition pour mon année scolaire et au moins j'ai des objectifs, je m'implique à 200%. Et donc le semestre a commencé en septembre et en mi-octobre je faisais ma première compète. Donc je me suis mis en tant qu'athlète là-dedans à ce moment-là. Voilà comment j'y suis venu. Et comment par la suite, du coup, tu t'es dit, finalement, j'ai envie vraiment d'être spécialisé dans cette discipline parce que tu n'étais pas obligé par définition. Bien sûr. Tu aurais pu te diriger vers tout autre sport. Et puis surtout qu'on on avait d'autres possibilités puisque ça c'était le premier semestre.
Deuxième semestre, c'était option haltérophilie. Et tu vois, pour autant, l'haltéro, ça m'a beaucoup moins plu et je me suis pas mis en compétition d'haltéro, etc. Mhm. Donc, je fais ma première compète, j'y trouve de l'intérêt. Je suis loin d'être bon, mais je suis pas nul non plus. J'ai pas des prédispositions génétiques de fou comme on peut voir. Et pour autant, je m'y sens bien, tu vois. Et les entraînements me plaisent et j'ai, j'ai jamais pratiqué de sport collectif. C'est pas quelque chose qui me plaît Mhm. spécialement. Donc ce côté individuel déjà, ça m'a botté quoi, tout simplement. Et donc je fais la première compétition, j'enchaîne une deuxième en janvier. Enfin, la première saison, j'en fais déjà trois ou quatre. Et puis plus j'avance, plus je progresse. Je commence à monter de catégorie, j'accélère, mais l'année qui suit, j'arrive à me qualifier pour les championnats de France junior. J'enchaîne sur les championnats de France, j'enchaîne sur les deuxièmes, et puis ainsi de suite jusqu'à maintenant au final. Mhm. Donc ça sur la partie athlète, ça s'est passé comme ça. Et donc au bout de un an de self-coaching, on va dire, Ouais. euh, j'avais donc une fille qui était dans ma promo, qui s'est mise à la force en même temps que moi, qui s'appelait Inès, et qui m'a demandé de la coacher. Elle avait déjà un bon niveau, parce que l'année qui a suivi, elle a déjà fait les championnats du monde. Donc Ok. elle, par contre, grosse base génétique, et c'était une athlète d'aviron. Donc, vraiment très bonne base génétique en tant qu'athlète. Pareil avec quelqu'un qui est ami avec moi maintenant, donc Arnaud, que j'ai pris en charge par la suite, qui lui a été champion du monde de développé couché une année avant que je le prenne en charge. Donc j'ai commencé avec deux athlètes qui étaient déjà de bon Qui avait niveau. du, ouais. Donc en fait, ça m'a mis directement dans le monde compétitif et pas forcément dans le monde, je ne vais pas parler de professionnel amateur parce qu'à cette époque-là, c'était pas du tout le cas, mais Ouais. pas dans la découverte. On était Ok. direct plongé dans le côté performance. Et ça m'a plu. Et en fait, j'ai développé, je pense, ce côté-là, malgré moi, avec les athlètes qui m'ont fait confiance dès le départ, quoi. Ok. Pour contextualiser, quand tu commences la FA, toi, c'est en quelle année? Ma première compète, c'est octobre 2017. 2017. Je prends en charge en coaching un an après Ok. et j'ouvre OPT Et- 6 mois après, un an et demi après le début. D'accord. Donc assez rapidement. Mais relativement à cette époque-là, dis-moi si je me trompe, mais la force athlétique, c'était pas un sport qui était très en vogue. Pas du tout. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça fait partie de notre écosystème lié au sport, mais j'ai l'impression qu'il y a une hausse, une grande Ah croissance oui. de pratiquants. Il y a une vraie hype. Pour quelles raisons selon toi? Merci les réseaux. Ouais, Parce que sans réseau, clairement pas possible ouais, d'atteindre ce niveau d'engouement qu'on peut avoir à l'heure actuelle, puisque la force, c'est pas un sport qui est neuf. En 1970, etc., on avait déjà des championnats de France de exactement. force, d'accord. Mais c'était le club associatif du coin, il n'y avait aucun coaching professionnalisé dessus, et c'était voilà, un cercle très fermé. Et pour découvrir la force athlétique, généralement, c'est quand tu t'inscrivais à la MJC du coin. Mhm. Et en fait, le patron de la MJC, il pratiquait la force et il était affilié, donc tu découvrais. Ouais. Mais ça représentait une partie infime de la population qui s'entraînait au Mhm, final. mhm. Donc voilà. Donc ouais, les réseaux sociaux, ça a participé grandement à ça. YouTube, etc. Et c'est ça, pour moi, qui a propagé ce sport-là, qui a permis de lui donner de l'ampleur. Ouais, carrément. Et tu parlais d'Inès qui auparavant faisait de l'aviron, Oui. qui est un sport qui fait des beaux athlètes, mais qui est complètement à l'opposé quand même. Ouais. Euh, Quels sont les profils qu'on peut voir en force athlétique, qui débutent en force athlétique, et surtout, bah, éventuellement, est-ce qu'on voit une récurrence en termes de disciplines qui ont été faites auparavant? Tu veux dire plutôt sur le côté morphologique ou le passif sportif, les deux? Ouais, le passif sportif Passif. plutôt, ouais. On se rend compte que chez les filles, celles qui performent en tout cas et qui ont des bonnes bases, gym Ouais, énormément. On a le côté mobilité qui est nécessaire en force athlétique qui là est ok. ouais. Le côté gainage, conscience corporelle, placement, schéma moteur, enfin, c'est hyper important chez nous. Et la gym, c'est le cas. Mhm. Donc chez les femmes, c'est souvent la gym. Il y en a beaucoup qui ont fait de l'équitation, mais je suis en train de me demander, tu vois, est-ce que c'est vraiment l'équitation qui façonne le powerlifter Ouais, ou juste parce que beaucoup de filles pratiquent ça, tu vois. ouais, Donc je pense pas qu'il y ait vraiment un lien là-dessus, mais je dirais gym si j'en retiens un. ouais, Et effectivement. chez les hommes, c'est les sports de combat principalement. D'accord. Ouais. On a des athlètes qui viennent,
qui viennent du judo, qui viennent du sambo, et ne serait-ce que aussi pour l'aspect mentalité, ça joue pas mal. C'est intéressant parce qu'on va parler un peu de mental et on va parler aussi un peu de chaos, qui Ouais. moi, travaillant avec des combattants et aussi avec des sport co, la notion de chaos, elle est vraiment importante. Mm. Chez vous, elle l'est beaucoup moins, donc ça va être hyper intéressant qu'on puisse Carrément. parler de tout ça. Et en termes d'âge, est-ce qu'il y a un âge de découverte vraiment fort à l'heure actuelle qu'on retrouve dans les pratiquants? Et est-ce que, selon toi, il y aurait un peu un âge d'or, si je puis dire, pour commencer cette discipline-là et pouvoir performer vraiment au plus haut niveau? Si je fais une moyenne de, on va dire, toutes nos demandes Mhm. là sur les 4 dernières années, je dirais que l'âge moyen de la demande, c'est 19-23, Ouais. donc le classique, le junior en fait. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas plus jeune. Cassandre, que j'entraîne, qui est championne du monde, j'ai commencé à la prendre en charge à 15 ans. Ouais. Et puis j'ai Vincent, mon master, qui a 54. 53 ou 54, je veux pas te brusquer, Vincent. Mais bref, voilà. On a tout âge, mais je dirais 19-23, c'est là où ça s'y met le plus. Euh, et je pense en lien avec le côté réseau, Ouais, puisqu'ils y sont énormément, et bien donc sûr. alerte de tout ce qui peut se faire. Et maintenant, on a un public qui vient, contrairement à il y a 3-4 ans, plus forcément des réseaux directement, mais tout simplement de la culture du fitness là, qui a pris un gros essor désormais. Mhm. Puisque dans les Basic Fit, dans les fitness parks, bah, tu retrouves de plus en plus de pratiquants de force. Euh, c'est pas anodin quand tu te balades et tu vois une paire de genouillères ou une ceinture, même dans les salles commerciales à l'heure actuelle. Alors que quand on a commencé il y a 7 ans ou 8 ans, c'était Mhm. pas du tout le cas, t'en Mhm. voyais jamais. Et donc, bah, par curiosité, les gens qui font un petit peu de squat voient quelqu'un squatter à côté avec une ceinture, posent des questions, et puis ça crée en fait un engrenage comme Ouais. ça. Ok. Et pour terminer sur cette première partie, donc, comme tu l'as dit, tu es cofondateur d'OPT. Oui. Qu'est-ce que c'est concrètement OPT et qu'est-ce qui vous distingue des autres structures de coaching en force athlétique? OPT, c'est une structure donc de coaching avec plusieurs coachs. Mhm. À l'heure actuelle, on a 230 à peu près athlètes actifs chez nous en même temps, qui sont dispatchés sur les 7 coachs. On a 6 coachs qui sont destinés à la force athlétique et un coach qui est destiné au street lifting, qui est Ok. une discipline, on va dire, similaire. Ouais. Donc, c'est des 1RM également, donc des max sur traction, muscle up, dips et maintenant le squat. Donc, 4 mouvements et nous 3. Et voilà, et du coup, OPT, ce qui distingue OPT des autres teams de coaching ou des autres coachs indépendants, bah déjà, c'est son année de création, puisque quand on a débuté euh, ce modèle-là, en tout cas en termes d'équipe de coaching en France sur de la force athlétique, ça n'existait pas, ou pas à ma connaissance en tout cas. On avait quelques coachs indépendants qui commençaient à professionnaliser, mais on les comptait vraiment sur les doigts d'une main dans tout le secteur national et qui sont d'ailleurs encore en place aujourd'hui et avec qui on s'entend très bien. Mais voilà, c'était un peu le côté innovant d'avoir une team Ouais. de plusieurs coachs qui professionnalisent la chose. Et ce qui nous distingue à l'heure actuelle, c'est, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est l'écosystème OPT. C'est-à-dire que quand tu es chez nous, c'est pas uniquement pour être coaché par OPT. C'est pour avoir bah, le staff du kiné, de la diète, du prépa mental, tu vois, Mhm. tout ce système-là. Quand tu te déplaces en compétition, tu as une réelle équipe. Là, dans 2 semaines, on part au championnat de France junior. On a 25 athlètes qui sont engagés, 7 coachs, 3 personnes pour la team média, le kiné qui vient avec nous. Mhm. Enfin, il y a quand même une ampleur qui est au-delà du système de coaching. Et après, tout ce qu'on va utiliser pour créer de l'engouement et une identité un peu d'équipe. Donc ça va être des événements privés comme des compétitions privées, des stages de cohésion, des stages élites où on va essayer de faire des interventions avec les athlètes qui sont de niveau national et plus. Tu vois, on met plein de petites choses en place comme ça pour bah, créer cet écosystème autour d'OPT, quoi. Mais c'est une des raisons pour laquelle je voulais qu'on puisse discuter sur ce podcast. C'est cette mise en avant de l'écosystème qui je trouve est hyper intéressant parce que moi, c'est des valeurs qui me parlent. En fait, c'est vraiment une singularité que vous avez chez vous et que vous avez mis en place sur la force athlétique. Et en fait, je pense que ça peut être mis en place dans n'importe quelle situation
vous mettez un peu les choses sur un plateau d'argent, mais finalement, même un athlète qui n'est pas forcément chez vous, bah, finalement, il peut aussi, alors il faudra qu'il fasse les démarches tout seul, mais il pourra se dire, bah, moi aussi, je peux aussi mettre en place certaines relations avec des nutris, des ostéos, des kinés, Mm. etc., etc. Bien sûr, en fait, il faudrait qu'il soit totalement proactif dans sa démarche d'athlète, Mm. parce que tu peux très bien avoir un coach de FA, mais qui n'a pas de contact avec des kinés ou Clairement. autres, Mm. et donc ben, ça va être à l'athlète de faire ces démarches-là. Ouais. Même si je pense, et ça c'est pour nos confrères qui sont dans cet écosystème, je pense que justement la puissance du service que tu vas offrir, Mm. c'est pas seulement celle que tu vas être dans tes compétences à proprement parler, mais aussi de ce réseau que tu as réussi Ouais, ouais. à grinder au fur et à mesure des années et qui va te permettre de mettre en relation et de travailler en écosystème, Ouais, en quoi. synergie, En ouais. synergie, Mm. exactement. On parlait en off un petit peu donc, de périodisation. J'aimerais qu'on parle d'entraînement et puis c'est vraiment quelque chose de singulière chez vous. Enfin, vous êtes coach de FA, mais vous êtes aussi préparateur physique. Enfin, je veux dire, il y a… Bah ouais, la préparation physique, c'est faire du SBD, du coup. Exactement. Et donc, par définition, vous êtes sûrement parmi les coachs qui maîtrisent le mieux ces choses-là. Quand on parle de périodisation, il y a plusieurs types de cycles qui Bien peuvent sûr. être mis en place. Des cycles, on va dire, plus euh, d'Europe de l'Est, linéaires, Ouais. etc. Des choses qui sont plus côté anglo-saxon, ondulatoire, etc. Mhm. Et au final, je pense qu'il faut s'intéresser à tout ça pour faire son mix et proposer quelque chose de cohérent à nos athlètes. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que c'est plutôt en fonction du cycle? Mhm. Est-ce que c'est plutôt en fonction du lift que tu vas périodiser ces choses-là? Est-ce que c'est plutôt en fonction du profil de l'athlète? C'est peut-être un mix de tout Eh ça. ben ouais. Je te laisse C'est nous dire. c'est une soupe avec tout mélangé, si tu veux. Tu vois, ce que tu évoques là, on peut appeler ça des méthodes, des principes, on appelle ça comme on veut au final, d'ondulatoire, de linéaire, de Boris Sheiko, de Westside, enfin, on a plein d'influences qui existent. Mm, Ma conception des choses, et du coup la conception OPT par extension, c'est justement de ne pas avoir la méthode OPT. C'est-à-dire qu'on n'a pas de méthode à nous. Impossible. En tout cas, je trouve que c'est une erreur de s'enfermer dans un modèle précis comme ça. Ouais. Euh, Mon objectif, je parle à titre personnel, mon objectif en tant que coach, c'est connaître le maximum de méthodes ou de principes, savoir les maîtriser, savoir à quel moment ils vont être propices, à quel moment ça va servir à rien, pour qui ça va être intéressant, pour qui ça va servir à rien également. Et en fonction donc du lift, en fonction de la période et en fonction du profil, je vais pouvoir faire mes combinaisons. Je te donne un exemple. Je peux très bien utiliser la méthode du cluster, mm, un 12 x 1, sur du soulevé de terre avec un athlète, sur mon jour primaire de deadlift. ouais. Utiliser un format totalement linéaire à charge fixe sur le jour secondaire, sur le deadlift toujours. Après mon squat, je peux très bien utiliser une méthode avec des élastiques qu'on va pouvoir retrouver chez Westside. Mhm. Je peux utiliser le RPE sur le développé couché. En fait, je ne vais vraiment pas m'enfermer et je vais utiliser ça en fonction d'un objectif ou d'un besoin. Si je vois que je te donne un exemple vraiment bateau pour comprendre, mais si je vois que mon développé couché, il a tendance à bloquer sur sa finition, Ouais. ben, je vais pouvoir me dire, ok, quelle est la problématique? C'est on va dire les 30 derniers pourcents du mouvement. Ouais. Comment je peux corriger ça? Ben, je peux faire du développé couché à la cale. Je peux faire du spot au press, donc ça c'est des variations. Mhm. Je peux utiliser les élastiques. Ça, on va plutôt se diriger vers du west side. Mhm. Ensuite, quel format je vais pouvoir utiliser? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive sur de la fatigue, une fois que mon athlète va arriver sur sa 6e, 8e répétition? Ou est-ce que ça arrive sur des 1RM? Bon, bah, si ça arrive sur des 1RM, je peux combiner peut-être l'élastique avec le travail en cluster, tu vois, pour établir plusieurs répétitions d'efforts maximaux. C'est vraiment la combinaison de plein de choses. Mais mon objectif, c'est en connaître le plus possible Ouais. pour pouvoir m'adapter à tous les profils ou toutes les situations. Ok. Mais j'ai pas de méthode fixe. Et donc, comme tu l'as dit au début, la force athlétique, c'est 3 mouvements. On Oui. rappelle squat, développé couché, Soulevé de terre. Et
comment, alors, je vais te poser une question très généraliste et puis après, tu vas te débrouiller avec Ouais. ça. Comment, quel est le split, donc l'organisation dans Mhm. ta semaine d'entraînement, tu vas faire pour un athlète de FA de manière classique, étant donné que tu as tes 3 mouvements primaires, Ouais. mais tu ne vas pas faire 3 full body sur ces 3 mouvements, j'imagine. Tu peux, Ouais. mais pas toujours. Et donc, comment on organiserait ça de manière Hmm. classique pour un athlète de FA? Sur la façon la plus simple possible, déjà, combien de fréquences de mouvement je vais faire dans ma semaine. Ouais. Pour moi, si j'ai pas de pathologie et si j'ai pas de contraintes autres physiques, physiologiques, Mhm. on part sur 2 squats, 2 développés couchés minimum et 2 soulevés de terre par semaine. Ok. Pour moi, en tout cas, dans ma conception des choses. Euh, Comment je vais l'organiser si j'ai 4 séances? Je dirais que je fais un squat et un bench lundi, un deadlift seul mardi, mercredi régénération. Jeudi, je peux faire une séance de renforcement musculaire sans les 3 mouvements. Ouais. Vendredi off et samedi les 3 mouvements ensemble. Comme D'accord. ça, je suis spécifique à mon épreuve de compétition, qui est de pouvoir enchaîner et performer à haute intensité sur le soulevé de terre en ayant la pré-fatigue du squat et du bench D'accord. précédemment effectué, quoi. Ok. Et là, j'imagine encore une fois que c'est indépendant du cycle, bien évidemment. Mais sur ta séance là, donc, dans ton exemple du samedi où tu as les 3 mouvements, Mm. j'imagine que c'est pas cyclé avec la même intensité sur les 3 mouvements. Tu peux faire le choix, selon les athlètes, de faire les 3 mouvements qu'on appelle primaires, donc ceux qui ont le plus Ouais. gros ordre d'importance en termes d'intensité dans ta semaine en même temps. Mais moi, à titre perso, généralement, il y a au moins un des 3 qui est plutôt en secondaire, donc un peu relégué, par exemple, au travail technique ou au travail d'accumulation de volume, mais pas forcément à la performance en intensité la plus haute de la semaine. D'accord. Globalement, tes jours, tu vas avoir un jour destiné à l'intensité, donc celui où tu vas, en fait, tu vas composer ta semaine pour arriver en forme sur ce jour-là. Ouais. Pour avoir comme but de performer sur celui-là. Si c'est un format sur un x3, ben, je dois performer sur mon x3 le samedi, par exemple. Mhm. Sur mon jour secondaire, j'aurais tendance à plutôt mettre un travail d'accumulation tout simple, donc linéaire, comme on évoquait, typiquement un 4x6 où tu grattes 2% de RM chaque semaine, ça Mhm. c'est faisable. Et tu peux mettre des sous-objectifs, par exemple technique. Si sur mon squat, j'ai tendance à m'écraser en bas du mouvement, je peux très bien, sur ce jour secondaire, mettre un squat tempo pour travailler cette phase-là. Ouais. Tu vois? En fait, généralement, tu fonctionnes comme ça, par objectif, en fonction d'un besoin. Et s'il n'y a aucune lacune technique, bah, juste tu te consacres à de l'accumulation pour gratter et créer ce qu'on appelle de l'élan ou du momentum au fil du bloc. D'accord. Et quand tu parles donc de ces 3 mouvements, on a plus ou moins la conception de ce que tu vas retrouver en Ouais, compétition. Mais pour autant, ces 3 mouvements ont chacun des variantes oui. en termes de positionnement des membres, du placement de la barre, etc., voire même l'utilisation d'autres outils. Ouais. À quel point, toi, tu construis cette spécificité et à l'inverse, tu t'en éloignes avec un athlète de FA? Sur un nouvel athlète que je récupère, j'aurais tendance, comme on a dit, s'il n'y a pas de pathologie Ouais. initiale, à me mettre sur un schéma qui est plutôt spécifique. Donc le mouvement de compétition. Le squat comme il est réalisé en compète, le bench comme il est réalisé en compète avec la pose sur la poitrine d'1 seconde, et le soulevé de terre. D'accord? Si j'accueille quelqu'un de nouveau, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Parce que pour moi, Mm. plus je vais mettre de variations, plus je vais mettre de schémas compliqués, plus je vais m'éparpiller. Et moins mon analyse de bloc, à la fin des 4 semaines par exemple, va être précise pour savoir vers quoi je rebondis derrière. Ouais, bien sûr. En fait, plus tu rajoutes des paramètres, plus tu rajoutes des biais au niveau de ton analyse en tant que préparateur. Mhm. Donc, j'aurais tendance à partir sur un schéma spécifique, donc les mouvements de compétition. Et ensuite, les variations, je peux les utiliser s'il y a un problème technique, donc en remédiation technique,
quand tu veux remédier à une problématique technique, c'est soit tu vas conseiller ton athlète, donner des consignes techniques. Ouais. Donc on parlait de la perte de tension au squat. Ouais. Ben, sur son retour ou ton échange avec lui, tu vas lui dire contrôle plus ta descente, marque un tempo un peu plus exagéré, etc. etc. Ouais, bien sûr. Si ça ne fonctionne pas, la deuxième option, c'est que tu peux mettre en place une variation. Donc là, tu vas lui imposer par une contrainte mécanique ou de matériel à contrôler sa descente. Donc là, tu pourrais très bien changer sur ton squat secondaire par un squat tempo en 3, 3, 0, 0. Donc 3 secondes d'excentrique, 3 secondes de pause et ensuite la concentrique normale. Et là, en fait, ton objectif, ça reste le même, c'est corriger ton athlète, sauf que tu utilises la variation dans ce but-là. D'accord. Donc les variations, tu peux les utiliser pour la problématique technique, tu peux les utiliser dans des buts de surcharge ou de décharge. Donc tu as des variations où tu vas pouvoir mettre plus lourd que ce que tu es capable de réaliser sur ton 1RM. Ouais. On parlait du développé couché tout à l'heure, tu peux réaliser du développé couché avec une cale. Ouais. Donc réduction d'amplitude, donc tu peux mettre plus lourd. Oui. Donc ça peut être intéressant pour faire passer un cap mental sur un athlète qui bloque à 100 kg quoi qu'il arrive, alors que tu sais pertinemment que les ressources physiques, il les a, juste mentalement, c'est pas présent. Bah, tu peux lui faire un cycle où il va faire 105, 110 avec la cale, et donc il va banaliser certaines charges. Ça peut être intéressant. À l'inverse, pour des athlètes qui vont avoir des pathologies, admettons, ce même athlète, il se fait une inflammation sur l'insertion au niveau pectoral. Toi, tu estimes que c'est la charge absolue qui est en cause, bah, tu peux très bien mettre du développé couché sans les jambes ou du développé couché avec un super tempo, par exemple 5 secondes d'excentrique, où en fait tu vas pouvoir le challenger en montant haut en intensité, en montant haut en RPE, mais sans pour autant avoir une charge très élevée. Ok. Donc ça peut être une solution. Et dernière chose, on utilise les variations dans un but, comme je disais, d'élan ou de momentum. Pour moi, mon cycle, généralement, il dure entre 12 et 14 semaines. Ce cycle-là, il est découpé en 3 blocs. Donc 3 fois, on va dire 3 fois 4 semaines. Je peux utiliser une variation sur le bloc numéro 1, puis la garder sur le bloc numéro 2, en progressant sur le format, en mettant plus lourd. D'accord. Et sur le bloc numéro 3, je fais la transition en passant de la variation vers mon mouvement de compétition, sur globalement le même format. Et donc, vu que je vais enlever une contrainte mécanique, ben, mon athlète va pouvoir encore mettre plus lourd. Et ça D'accord. peut initier un bon élan pour créer une progression. Ok. Par exemple, tu fais un développé couché avec 5 secondes de pause pendant 4 semaines, tu termines à 100. Deuxième bloc, 3 secondes de pause, tu arrives à terminer à 105. Dernier bloc, 1 seconde de pause comme en compétition, tu termines à 110. C'est le schéma basique, mais au moins c'est facile à comprendre. Et qui est clair et qui respecte le principe de progressivité Ouais. de base en jouant avec des petits paramètres que certains n'ont même pas idée en fait. Donc c'est bien que tu le rappelles. Quand on s'approche d'une compétition, quelles sont les grandes différences que tu as dans cette approche pré-compétitive par rapport au reste de l'année et suivant voilà, les séances que tu vas faire même avant une compétition? Les grosses différences, déjà, ça va être sur l'intensité. Quoi qu'il arrive, plus tu t'approches de la compétition, plus c'est le moment où tu dois performer sur tes 1RM. Donc, si tu as un schéma inverse et que plus tu t'approches et plus tu descends en charge, il y a un problème. Ouais. Donc déjà, ça va être forcément le paramètre de l'intensité. Le volume, il va se moduler. Nous, quand on parle de volume, on met dans deux cases. Tu as déjà le volume en termes de nombre de séries hebdomadaires. Donc si tu as un 4x6 et un 4x5, tu as 8 séries hebdomadaires. Oui. Ça, c'est ton volume. Et tu as le volume sur le mouvement ou la séance qui peut se catégoriser en nombre de répétitions. D'accord. Donc sur ta série, est-ce que je vais être sur un 1x8 ou un 1x2 ? D'accord ? Donc là, tu as 2 reps ou 8 reps. Donc, ce nombre de répétitions-là, normalement, après il y a 36 méthodes, mais normalement, plus tu te rapproches de la compétition, plus ce nombre de répétitions baisse. Ça va de soi avec l'augmentation de l'intensité. D'accord ? Donc ça va être le plus gros marqueur, on va dire. Ensuite, tu vas avoir l'impact de la fatigue et des interférences qu'il va y avoir entre les mouvements. Parce que programmer un squat et faire que du squat, c'est relativement simple.
Programmer un squat, un deadlift et un bench en ayant des interférences partout, ça l'est moins. Parce que ça, quand on n'est pas dans le milieu, on peut peut-être l'oublier, mais un squat va impacter un développé couché. Alors, à première vue, on me dit, bah non, c'est que les jambes. Bah en fait, en force athlétique, tu peux avoir des développés couchés avec ce qu'on appelle la barre basse. Donc on a tendance à mettre la barre plus basse sur le dos pour rendre le bras de levier plus performant et donc soulever plus lourd tout simplement. Sauf que cette barre basse peut mettre des contraintes excessives sur les poignets, parce que tu vas devoir aller chercher le poignet en flexion par exemple, ou en extension, selon la technique. Tu vas avoir des problématiques sur les coudes, tu vas stresser ton coude, sur ta rotation d'épaule. Bref, tu as plein de problématiques et de stress autres qui peuvent venir impacter ton autre mouvement. Donc ça, pour moi en tout cas, le challenge, c'est ça, c'est faire matcher les séances les unes avec les autres pour que la globalité de la semaine soit à la hausse, mais en ayant suffisamment de variations d'intensité, de volume et de sollicitation pour arriver en forme sur le jour principal. Parce que plus tu montes, plus tu es sujet à la fatigue et plus tu peux avoir un stress qui va t'impacter négativement. Et en fait, bah, tu vas toujours te trouver sur le fil. Et un athlète de force athlétique qui se prépare pour une compétition, bah, c'est le cas dans plein d'autres sports, mais c'est très rare quand sur une semaine en fin de prépa, on ne te dit pas là j'ai des tensions sur les coudes, j'ai des petites douleurs un peu en bas du dos, j'ai des tensions au niveau du genou. En fait, ça fait partie intégrante de notre sport. Faut pas se leurrer. Pendant X semaines, tu restes sur du lourd à charger tes articulations, ton système tendineux, ton système musculaire. Le but pour créer de l'adaptation, bah, ça passe aussi par créer de l'inflammation, hein, que ce soit au niveau tendineux, musculaire, de la fatigabilité nerveuse. Ouais. Donc en fait, tous ces process de fatigue, c'est ce qui va créer la surcompensation pour arriver frais le jour J. Et en fait, toi, ton rôle en tant que coach, c'est faire comprendre à ton athlète qu'il n'est pas là pour performer tous les jours de son bloc. Il est là pour accumuler toutes ces séances et performer uniquement sur le jour J. Pas la veille, pas le lendemain, mais le samedi de la compétition, tu vois. Et ça, quand tu n'as pas l'habitude de faire des préparations, ben, c'est pas évident à faire comprendre. Surtout si tu es sur un novice qui fait sa première ou deuxième compétition. Donc pour moi, le challenge en tant que coach, c'est ça, c'est agencer les séances correctement, avoir les bonnes phases de descente en termes d'intensité, les bonnes phases de descente en termes de volume, au bon moment pour rester entraîné, parce que si tu décharges trop tôt, ben, tu te désentraînes et tu es moins fort sur le jour J, et à la fois le faire suffisamment pour ne pas arriver sur un état de forme mauvais au moment où il faut performer, quoi. C'est intéressant parce que ça me rappelle un épisode de podcast que j'avais écouté. Alors rien à voir, c'était avec Camille Lacour, donc un ex-nageur, et qui, semble-t-il, alors je crois que c'était pour Rio, si je ne dis pas de bêtises, ou je ne sais plus quel JO ou championnat du monde, je ne sais plus, mais pour autant qui disait qu'à un moment donné, le coach qu'il avait eu à l'instant T ne l'avait pas fait assez travailler. Ok. Et c'est vrai qu'en tant que coach, parce que tu es coach de FA, ben en fait, je pense que ce n'est pas forcément évident de savoir exactement, alors c'est la connaissance de l'athlète bien évidemment, mais de savoir exactement à quel point on peut les pousser dans un but de performance, mais sans aller jusqu'à une rupture, c'est-à-dire une blessure, quoi. En fait, c'est le calibre de la charge d'entraînement et on en revient toujours à ça quand on est en prépa. Et pour moi, c'est le plus compliqué pour que ça matche parfaitement. Ouais. Tu vois, j'ai des athlètes que je suis maintenant depuis 4 ou 5 ans d'affilée. Ouais. Et avec ces athlètes-là, moi, j'arrive à déterminer ce que j'appelle un cycle de référence. Et j'ai un cycle de référence plutôt hors saison et un cycle de référence plutôt saison on ou saison compétitive. Mon cycle de référence, en fait, c'est la combinaison des 3 ou 4 blocs qui vont être périphériques et jusqu'à la compétition. Oui. Plus j'avance dans les prépas, plus du coup j'arrive à affiner ce cycle de référence et plus c'est simple entre guillemets. Puisque au bout de 3, 4, 5 compétitions, je peux savoir déjà d'avance mon athlète, que mon athlète va pouvoir réagir positivement à ce cycle de référence. Et donc je vais pouvoir en fait prendre ma date et reculer jusqu'au moment où je me trouve pour mettre mon cycle de référence. Et ensuite je compose s'il y a une période creuse entre les deux pour combler X objectifs, tu vois. Et quand tu as ce cycle de référence, que tu arrives bien à le déterminer,
ben déjà tu vois un petit peu plus clair et tu es un peu moins dans le flou. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce cycle-là, il ne sera jamais fixe à 100% parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas et c'est les paramètres environnementaux de ton athlète. Euh, le fait qu'il change de catégorie, donc plus de masse musculaire par exemple. Le fait qu'il ait progressé, donc plus de fatigue nerveuse, des problèmes familiaux. Enfin, il y a une multitude de facteurs à prendre en compte. Ouais. Et je trouve qu'en FA, vu que l'essence de notre sport, c'est le côté nerveux, Mhm. dès que tu as un élément externe qui t'impacte, vraiment la performance, on la voit chuter, mais drastiquement. Et les sensations sur le mouvement de l'athlète, on voit drastiquement modifier cet aspect-là, juste parce que l'athlète a dormi 1 heure de moins, ou a pas mangé exactement à la même heure, Mhm. ou s'est engueulé avec sa femme. Enfin, il y a De plein de problèmes facteurs possibles, tu ouais, vois. qui entrent en jeu et qui Mais impactent positivement ou ouais, négativement ta séance ou ta compétition. la Ouais. baisse de performance, elle est drastique, Mm. vraiment, avec ces paramètres-là. Mm. Alors, on n'en a pas forcément parlé jusqu'à présent, mais c'est un sport qui demande beaucoup de temps, Ah oui, de ce que j'en ai compris. Euh, et moi, il y a une méthodologie, alors, ou plutôt une méthode qui est le superset, oui. qui est parfois utilisée à tort comme une technique Mhm. d'intensification, notamment par des pratiquants en musculation. Mais pour moi, c'est plutôt un bon outil pour les coachs d'un point de vue organisationnel. Oui. Est-ce que toi, tu utilises ce type de réflexion dans tes cycles d'entraînement? Le superset, moi, je l'utilise sur la partie accessoire. Donc pas le Ouais. squat, bench, deadlift, Mhm. mais tout ce qui va composer l'entraînement en plus, parce que depuis tout à l'heure, on parle des 3 mouvements, mais on a du squat bulgare, on a des curls biceps, on a du développé couché haltère. Euh, donc le superset, moi, je l'utilise à ce moment-là, pas Ouais. toujours, Ouais, mais ouais, c'est ouais. un outil que j'utilise justement pour en fait augmenter le paramètre de densité de mon entraînement. Donc je vais pouvoir réaliser peut-être plus de volume avec une unité de temps égale ou inférieure. Donc ça, c'est des choses que j'utilise, Ouais, tout comme le AMRAP. J'aime bien ouais. cette méthode. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré une athlète qui était dans une phase où elle s'impliquait trop. En fait, Mhm. il y avait trop d'implications sur le nombre d'heures passées à la salle, sur sa récupération, sur ses jours off, etc., etc. Et j'ai capté directement que ce qu'il fallait, c'était réduire ce genre de sollicitation. Et un des leviers, donc, c'était passer moins de temps à la salle de façon hebdomadaire. Mhm. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes mouvements qu'elle réalisait. Donc là, en l'occurrence, je te prends l'exemple des dips sur ces accessoires du bench. D'accord. Elle avait un 4x8 avec un RPE assez élevé. Elle se lestait à peu près à 20-25 kg. Et je lui ai demandé, mais tu mets combien de temps pour faire ton 4x8? Donc globalement, il y avait 3 minutes de récup entre chaque série. Ça lui prenait une vingtaine de minutes, bonne vingtaine de minutes. Mhm. J'ai calculé à peu près le nombre de répétitions que faisait un 4x8. Ouais. Et donc, ben, j'ai gardé la même charge et je lui ai mis un 5 minutes AMRAP. Et là, son objectif, en plus, ça a créé l'effet challenge. Son objectif, c'était en 5 minutes, avec le même lest, caler le maximum de répétitions possible. Et en fait, on s'est rendu compte que le nombre de reps, il n'était pas drastiquement inférieur à un 4x8 avec le 5 minutes AMRAP. Et pour autant, elle mettait 4 fois moins de temps. Donc ça, c'était une bonne solution. En tout cas, ici, ça a bien marché. Mhm. Donc ouais, les supersets, les AMRAP, c'est des choses que j'utilise, mais par contre pas sur les gros mouvements, Ouais. parce que on a tout cet aspect préparation mentale et rituel qui est hyper important Ouais. pour l'aspect technique. Et, hum, et je pense que si on enchaînait les deux, ça perturberait un peu trop l'athlète là-dessus, sur ses schémas de préparation en fait. Mhm. Pas tant sur le côté physique. Si tu es sur un squat et un bench relativement léger, ça pourrait s'enchaîner sans trop d'interférences. Mais sur le côté rituel et prépa mentale, ça aurait un peu trop d'impact pour moi. Ouais, je comprends. Mais c'est intéressant de voir que c'est des athlètes qui font de la force athlétique en tant que discipline. Oui, Et moi, en fait, qui suis préparateur physique avec des athlètes pour qui aller à la salle, parfois c'est un plaisir, c'est une parfois ça ne corvée. l'est pas. Ouais. Bah, en fait, d'utiliser ce type d'outil-là, je trouve que c'est assez utile. Bah, voilà, ça leur libère du temps, ça leur libère de la charge mentale. Mm. Et même, je pense aux confrères kinés qui parfois n'ont pas forcément le time et qui vont faire des circuits training avec très peu d'intensité, Mm. etc. Et ce n'est pas forcément très bien quantifié, calibré.
en fait, finalement, de faire un peu des supersets sur des exercices qui vont impacter différemment l'organisme, je trouve que c'est un bon outil. Bah, de toute façon, la meilleure façon de mettre un superset, c'est 2 exos complémentaires, comme une Exactement. poussée, un tirage, Mm. ou une flexion de genou et un hinge. Enfin, Ouais. c'est top de fonctionner comme ça. Et comme tu le dis, pour les kinés, les AMRAP sous forme de timing, là, comme j'ai cité, les méthodes cluster et MOM, enfin, c'est vraiment des choses où tu as des hautes densités et tu peux pousser l'intensité Ouais. dessus. Exactement. Je vous invite à pousser tout ça, cluster, MM, Mm. AMRAP, superset. Et on parlait de technique tout à l'heure. Ouais. Quelle est selon toi l'erreur technique la plus fréquente que tu peux voir chez un forceux? Sur quel mouvement? Tous? Ouais, globalement, ouais. Une top erreur par Ouais, mouvement. exactement. Sur le squat, c'est le fait de s'écraser complètement en bas, de Ouais, relâcher sa tension sur les 30 derniers pourcents de la phase excentrique, ouais, ce qui fait que tu perds toute ta tension. Et le but et l'objectif primaire dans notre sport, c'est créer de la tension. Via la tension, tu exerces de la force. Si tu es comme un chamallow, il n'y a pas de force qui se crée. Donc ça, vraiment la perte de tension en bas. Sur le développé couché, je dirais la mauvaise utilisation ou même la non-conscience des jambes. mhm, Faire tout avec le haut du corps, alors qu'en fait, on a un gros travail de ce qu'on appelle le leg drive. Donc, c'est le fait de s'ancrer dans le sol mhm, et de créer de la force à partir du sol pour transférer vers le haut du corps. Et ensuite, sur le soulevé de terre, pareil, la mise en tension de la barre. mhm. Partir d'une barre qui n'est pas en tension, qui est à zéro, et appliquer un haut niveau de force. C'est pas bon. Mhm, mhm. Donc, ce serait ça. Ouais, Tu sais, c'est comme l'image, c'est tu dois pousser une grosse caisse qui fait 200 kg. Est-ce que tu pousses en partant avec les bras tendus et ensuite tu mets de la pression progressivement pour pousser fort? mhm. Ou est-ce que tu pars les bras tendus à 1 mètre et tu fonces dedans et tu fais claquer tes bras sur la boxe? Ça sert à rien de faire ça. Donc c'est exactement le même principe. Si tu fais un deadlift à partir d'une barre qui est molle ou qui est à zéro, tu transmets mal tes forces. Ok. Et pour le côté un peu à highlight des réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se la donner un peu sur un bench, toutes catégories Mhm. confondues. Euh, Quel est, selon toi, un peu le hack ou l'erreur commune que tu vois sur un bench chez les personnes, les pratiquants de musculation d'un point de vue général, et que toi, tu te dis, en fait, il suffirait un peu de faire ça déjà pour déclencher quelque chose. Si on parle vraiment du pratiquant muscu classique, Ouais, déjà élargir la prise. ok. Parce que on en voit souvent qui s'entêtent à rester vraiment très serré aux largeurs d'épaule. Mm. Juste en élargissant la prise, tu as des mises en contrainte des différentes masses musculaires qui peuvent être intéressantes, plus de tension qui se crée et une amplitude qui est légèrement réduite. Donc généralement, tu as des leviers qui sont plus favorables pour t'exprimer en termes de force. Ok, très bien. Et donc, on a parlé un peu de cet entraînement qui demande voilà, des ajustements en fonction des profils, en fonction des périodes, Mm. en fonction du moment où on se trouve avant ou après une compétition. Mais j'imagine qu'il y a des moments où il y a de la stagnation. Oui. D'ailleurs, tu le disais, les athlètes, parfois, ils ont peut-être tout le temps envie de faire un PR. À un moment donné, c'est pas exponentiel, tu peux Ouais. pas. Il faut accepter, pour X ou Y raison, de stagner. Comment toi, tu gères cette stagnation d'un point de vue vraiment coaching, c'est-à-dire physique, Mm. mais aussi un peu mental? Déjà, on va essayer de détourner un petit peu l'attention de l'athlète en ayant à la fois un travail qui va être utile et complémentaire et sur lequel on va pouvoir initier de la progression plus facilement. Mm. Euh, Ton mouvement de compétition et le 1RM ou le 3RM de ton mouvement de compétition, celui-là, il est largement exploité et peut-être surexploité sur ton année puisque tu t'entraînes pour ça. Ouais. Là, on a parlé des variations, c'est un très bon outil. Tu peux très bien, pendant un cycle de hors-saison d'une douzaine ou quinzaine de semaines, mettre comme objectif, à la fin des 15 semaines, de réaliser telle performance, par exemple 200 kg sur le squat, mais avec une pause, ou 200 kg avec un squat en barotte, ou en front squat, ou peu importe. Ouais.
Et en fait, tu vas calibrer tout ton cycle pour faire performer ton athlète sur la variation donnée. Et vu que bah, si tu le fais intelligemment, tu vas choisir soit une variation qui n'a pas été trop exploitée, soit une variation sur laquelle il se sent à l'aise. Il aura plus d'options et plus de marge de progression là-dessus. Et tu vas pouvoir tenir ton athlète motivé et enclin justement à se la donner pour performer là-dessus. Mm. Et ça, même pour te relancer sur la saison compétitive derrière, ça va être intéressant parce que tu n'auras pas grillé toutes tes options de progression et tu vas pouvoir repartir sur ton cycle spécifique et relancer tout ça. Mm. Donc ça, c'est une option qui peut être intéressante. Et si tu mets pas de variation, tu peux jouer sur les formats. Mm. Pourquoi pas là, toute la saison, on a cherché à se rapprocher du très lourd en 1, 2 ou 3 reps. Pourquoi pas utiliser post-compétition des progressions sur 6, 7, 8 répétitions plutôt en volume. Et franchement, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Si ton athlète il est vraiment en période de stagnation sur les 3 mouvements partout, tout le temps, alors c'est qu'il y a un gros problème à l'extérieur, c'est possible. Un gros problème physique, ton athlète est blessé, c'est possible. Ouais. Mais tu peux toujours trouver des leviers de progression. Et si ce n'est pas les 3 mouvements, ça devient les accessoires. Faire un cycle plutôt en objectif street lifting, un RM traction ou dips. Mm. Tu vois, tu peux varier en fait tes objectifs. Mm. Moi, je l'utilise comme ça en tout cas. Quand je suis dans le cas d'une stagnation, je pars là-dessus, quoi. Ouais, ça casse complètement la monotonie Ouais, exact. de Ouais. l'entraînement et ça vient aller chercher d'autres objectifs. Oui. Et je pense que c'est intéressant, tu as parlé voilà, des changements de mouvement, mais aussi des variantes dans le mouvement, dans les paramètres que tu vas utiliser et qui vont en plus de ça. Donc déjà, ça va aller chercher un peu le challenge Bien sûr, ouais. l'aspect compétitif, mais aussi peut-être en collaboration avec les autres membres du staff, peut-être que de diminuer ton tempo, va mettre des contraintes différemment Ah oui. sur tes tendons. Donc ça va être beaucoup plus intéressant d'un point de vue socle de santé. Hmm. Et derrière, en fait, pouvoir grinder des barres plus hautes, alors que c'était peut-être pas l'objectif, bien évidemment c'est l'objectif de base, mais direct quoi. Ouais, tu tapes un peu plus bas dans la pyramide de la spécificité pour remonter un petit peu plus haut derrière. Ouais. Ça peut être des objectifs plutôt cardio. On sait que les powerlifters, au bout de 3 marches, généralement, ils sont relativement essoufflés. Donc on peut mettre des objectifs à l'assaut bike il y en a certains qui veulent faire un petit peu de run, ça va être le moment pour l'intégrer. Euh, Ça peut être des objectifs un peu de conditioning, tu vois, tu sélectionnes 4, 5 exercices qui vont être intéressants pour les accessoires et du coup les faire progresser sous forme de crossfit, hein, de circuit, on appelle ça comme on veut. Ça peut être des objectifs complémentaires et dans tous les cas, si c'est réfléchi, ça peut bien marcher. Ouais. Ok. C'est marrant que tu me parles de cardio parce que c'est vrai que j'ai eu sur le podcast l'épisode numéro 40, je crois, Eddy, coach Baranis sur Oui. les réseaux sociaux. Là, c'était un de mes athlètes. Ok. Ouais. Et qui, alors je suis pas derrière lui, mais j'ai vu que dernièrement là sur les réseaux sociaux, il montrait qu'il courait davantage. Ouais. Et c'est pas quelque chose qu'on voit communément chez les athlètes en force athlétique. D'un point de vue général, si on parle cardio, donc run ou ergo cycle, comment toi tu organises, proposes ce genre de choses avec tes athlètes? Alors, je suis un adepte de l'assaut bike quand c'est possible parce qu'ils ne l'ont pas tous. C'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour l'alternance bas et haut du corps, le mouvement que tu peux créer sur les hanches, un petit peu de rotation au niveau thoracique, c'est intéressant chez un athlète, pour ma part en tout cas, ce que j'appelle en move prep, tu vois, en warm-up de la séance, parce que tu vas avoir un échauffement qui est global et généralement, même au bout de 2-3 minutes d'assaut bike, si tu te la donnes, tu es bien chaud. Donc c'est intéressant à mettre en place en tout cas. Généralement, moi je leur donne des cales cibles. Oui. Sur un échauffement pré-séance. Je vais leur demander de faire 40 cales, 50 cales selon les athlètes, ou 30 cales sur des petites catégories. Donc je peux le mettre comme ça. Et sinon, je peux leur donner aussi un temps hebdomadaire. Ouais. Donc par exemple, première semaine, l'athlète n'a jamais fait de cardio.
je veux 20 minutes d'ergo au choix, parce que déjà, s'il se met sur l'ergo, c'est bien, donc prends celui que tu veux. 20 minutes hebdo, et puis 22, et puis 24, et puis à la fin du cycle, on est peut-être à 40. Et ça va peut-être se découper en 4 ou 3 sessions, ou 2 sessions, peu importe. Mais au moins, il bouge, et c'est vraiment très très basique comme charge d'entraînement et comme façon de le programmer. Mais en fait, il faut partir du principe que s'ils sont à zéro, bah, ça sera déjà super bien pour eux. Carrément. Et Mais il faut que ce soit smart pour que eux y adhèrent en fait. Si tu mets un truc compliqué et trop contraignant, tout ce que ça va faire, c'est qu'ils vont sauter la séance, ils ne le feront même pas. Donc, Ouais, carrément. Et c'est quoi, toi, ton objectif pour lequel tu vas placer un format cardio bah, déjà dans pour une le séance? travail cardiovasculaire dans tous les cas, augmentation des paramètres de récupération, Mhm. il y a de la vascularisation qui se met en place. Mhm. Donc tout ça, c'est intéressant pour nous. Évacuer, on va dire, les déchets métaboliques qui se mettent en place. Nous, c'est des efforts très courts, de courte durée. On sait que le tendon, il réagit plutôt à de l'aérobie, du long et de la vascularisation. Donc si on peut mettre ce schéma-là en place, c'est intéressant. Et même les athlètes qui sont assidus dessus, ils ont vraiment tendance à mieux récupérer entre leurs séries de travail. Ils vont, au lieu d'avoir 6 ou 7 minutes de récupération, au bout de 4 minutes, peut-être ils seront prêts et enclins à performer à nouveau. Mm. Idem sur la récupération interséance. Entre 2 séances de squat, je remarque en tout cas que les athlètes qui ont tendance à travailler leur cardio et à être meilleurs et assidus là-dessus, je ne demande pas de faire des fractionnés, hein, juste bah, le fameux zone 2 qu'on entend partout, voilà, être assidu sur ça, je trouve qu'ils récupèrent mieux et qu'ils sont un petit peu moins sujets aux blessures. Mm. Donc intéressant. Ouais, donc socle de santé et socle de récupération Oui. en intra-séance et en Et inter. inter-séance. Oui. Ouais, carrément. Ouais, hyper smart et ça fait sens. Effectivement, c'est à l'opposé, si je puis dire, De notre de la discipline. discipline. Mais en fait, ça vient être tellement complémentaire. Mm. Et en fait, tu as ce truc qui est intéressant aussi, c'est que si ce n'est jamais fait, tu as un bras de levier qui est énorme. Ah oui. Parce que ne serait-ce que de le faire, bah, en fait, tu vois directement les bénéfices. Mais Donc, il part du principe que même si tu lui dis fais de l'ergo 2 fois par semaine, peu importe le schéma, peu importe ce qu'il fait, bah, ça tant sera mieux, hein, forcément bénéfique. c'est forcément mieux. Mm, Et les avantages qu'on peut trouver aussi, c'est sur le mouvement au sens large, la mobilisation. Si tu as un athlète qui travaille assis toute la journée, plus qui fait de la force athlétique, en termes de raideur et de mobilité, c'est pas dingue parce que certes sur le mouvement, s'il fait du deadlift en sumo, du squat profond, ça va mobiliser, mm, mais via le renforcement et on va dire l'avancée dans les séances et dans la progression, un athlète qui fait pas de force versus un athlète qui en fait depuis 2 ans, il a une rigidification au niveau tendineux, il a un manque de mobilité s'il ne l'entretient pas. ouais. Donc le fait de faire de l'assaut bike, du rameur, de la marche, tout simplement, ou du vélo, ça entretient ce côté mouvement et on se retrouve avec des athlètes qui peuvent avoir un peu moins de problématiques physiques liées justement à un manque de mobilité, quoi. Mm, mm. Carrément. Comme je te le disais tout à l'heure, donc moi je viens initialement des sports collectifs, je travaille avec des combattants, et dans ces sports-là, il y a énormément d'incertitudes. Déjà parce que tu as un environnement, tu as des adversaires ou un adversaire. Euh, En revanche, vous, dans votre discipline, c'est complètement l'inverse. Tout est minutieux, tout est cadré, on sait exactement ce qui est prévu. Ouais. Ça vous amène forcément à pouvoir exploiter un monitoring, un suivi de la charge d'entraînement des plus extrêmes. Mm. Il y a plusieurs manières de le faire. Tu parlais tout à l'heure du RPE. Il y a des questionnaires wellness, Bien sûr. la variabilité de la fréquence cardiaque, le tonnage, la gestion du volume et de l'intensité de ton entraînement. Comment toi tu gères justement tout ça et quels sont les outils que tu vas utiliser avec tes athlètes? Déjà sur mon fichier programmation, j'ai ce que j'appelle un data tracking. Donc je traque l'activité en nombre de pas journaliers. Ok. Le total calorique, pour ceux qui sont plus précis, le total des macros, combien de prot, glucides et lipides. Ok. Le stress,
plutôt sous forme anxiété, pas le stress de l'entraînement. Donc le stress journalier, une note sur 10. Et j'en ai oublié un. Et le poids de corps. Ouais, c'est ça. Et le poids de corps. Si j'avais le choix et la possibilité, je rajouterais un gripper, là. Super intéressant parce qu'on est directement lié aux facteurs nerveux et fraîcheur nerveuse. Ouais. Et donc je mettrais ça en plus si je le pouvais. Je peux pas. Et ensuite, moi, à titre perso sur la programmation, je fonctionne du coup avec le nombre de séries hebdomadaires par mouvement, comme je te le disais, nombre de séries au squat, au bench, au terre hebdo. Et après, si j'ai envie de rentrer plus dans le détail de ça, je fonctionne sous forme d'exposition. Donc, je pense qu'en sport collectif, quand on parle de RPE, c'est plus comment tu as senti ta séance, donne-moi un RPE par rapport à ta séance. Nous, on utilise le RPE, on peut l'utiliser comme ça, mais on l'utilise pour calibrer le mouvement. Donc je pourrais très bien te demander de faire une répétition au squat, RPE 8, et je ne te donne pas de charge. Et c'est toi qui détermines ta charge en fonction du RPE. Donc ce RPE, c'est un outil pour calibrer la charge d'entraînement. Et donc en fonction de ces RPE-là, moi je peux créer ce que j'appelle des expositions. En gros, sur mes 10 séries, par exemple hebdomadaires de développé couché, je peux dégager 3 expositions différentes. La première, c'est exposition que j'appelle basse, donc jusqu'à RPE 6. D'accord ? De 0 à 6 sont mes expositions basses, donc admettons j'ai 2 séries par semaine. Ensuite, mes expositions moyennes, c'est de RPE 6 à RPE 8, par exemple 3 séries par semaine, et le reste en exposition haute, donc de RPE 8 à RPE 10. Ouais. Moi, j'utilise ça. Pas toujours, parce que chez un débutant, je trouve que le processus il est trop poussé pour que ce soit pertinent. Mais sur un athlète de haut niveau, ou en tout cas quand je veux calibrer justement le cycle de référence, ça peut être un outil que j'utilise. T'as compris comment fonctionnait le RPE? Ou en fait, ça t'a perturbé? Non, c'est intéressant parce que moi, il y a aussi un truc qui... le RPE, parfois, il est mis en complémentarité ou même plutôt en confrontation avec les répétitions de réserve. Ah, pourtant, ça va de pair et ça va même de pair avec la charge en même temps. Pour toi, ça va de pair? Oui. Parce que je sais qu'il y en a certains qui, selon eux, ça ne va pas de pair. En fait, comment moi je vois la chose, je peux utiliser soit le RPE seul dans ma programmation, soit la charge seule, soit les deux en même temps. Donc si je programme les deux en même temps, je peux te dire, Max, là tu dois me faire 3 répétitions à RPE 8, compris entre 190 et 200 kg. Et toi, en fonction de ta forme du jour, tu sais que tu vas devoir te situer dans cette fourchette de charge, et tu vas moduler à la hausse ou à la baisse en fonction de comment tu te sens pour matcher le RPE. Okay, le RPE versus RIR, répétition en réserve, certains les confrontent, moi je les utilise juste pas dans le même cas. Le RPE, si on parle d'un athlète qui se connaît bien, parce que là on passe sur un step au-dessus du débutant quand même, sur un athlète qui se connaît bien, le RPE tu peux le voir comme une sensation ou une vitesse de barre. D'accord ? Le RIR c'est en termes de répétition en réserve pure. Et en fait, plus tu affines tes sensations et ta connaissance et ta perception que tu as de toi-même, plus tu peux te diriger vers le RPE. Et généralement, on l'utilise surtout sur les grosses intensités. Pour te donner un exemple concret, je sais que moi, mon RM au squat, c'est 260. J'ai déjà fait 250 à l'entraînement, avec un petit peu de marge. C'est-à-dire que je sais que je suis capable de mettre peut-être 255, 257 sur ce jour-là. Pour autant, je ne suis pas capable de faire une deuxième répétition derrière. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis RPE 10? Pas forcément. En fait, je suis peut-être RPE 9, 9,5, mais je ne suis pas capable d'aller chercher une autre répétition. Donc, en réalité, je suis RPE 9, mais à côté de ça, je suis à 0 de RIR. Pourtant, si on dit que c'est la même chose, ce n'est pas cohérent ce que je dis. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à ça, pour le rendre encore plus objectif, tu pourrais rajouter les trackers de vitesse. Ça, on pourrait l'utiliser pour calibrer la charge d'entraînement. Pareil, vu que c'est des athlètes qui ne s'entraînent pas dans des clubs ni des clubs pro, etc., ça a quand même un coût. Ça peut être rapidement 300 €, 400 € et beaucoup plus si tu utilises un Gym-Hour avec un iPad Pro et là tu t'en mets pour 2000 balles ou plus. Mais ça pourrait être un outil intéressant. J'en ai que certains qui l'ont, moi j'en ai un. Ça pourrait être intéressant. Ouais, c'était une question qui me venait forcément avec le Velocity Based Training, le VBT.
l'entraînement basé sur la vitesse. Tu parlais de la vitesse de barre tout à l'heure. Et forcément, je ne sais pas si ça a été vraiment prouvé scientifiquement, mais il y a quand même des choses qui sont sorties ces dernières années en mettant en relation la vitesse de barre et l'intensité. Ah bah Et oui. donc finalement, on se retrouve avec tous ces paramètres qui veulent plus ou moins dire la même chose, mais avec des subtilités qui vont être différentes. Ouais, après, tu sais, les subtilités qu'on peut entendre, ça peut être aussi des arguments marketing parce que, Ouais. comme je te dis, chez OPT, on n'a pas notre méthode, mais tu peux avoir la méthode de certains qui ne jurent que par le RPE parce que eux utilisent le RPE et c'est leur argument marketing. Donc le RIR c'est pourri, la charge c'est pourri. D'autres ça va être l'inverse, d'autres ça va être le Ouais, VBT. je vois. Mais dans les faits, enfin, tu as des petites disparités. Et moi, je pense que ça va surtout être en fonction du niveau de l'athlète aussi et comment il perçoit la chose que tu vas pouvoir utiliser tel ou tel type d'appellation. Et dans justement ton organisation, tu parlais de la charge 190, 200. À quel point et à quelle fréquence tu vas cycler ou plutôt euh, structurer un entraînement sur les mouvements en 1 RM? Est-ce que Ok. c'est uniquement en compétition Ouais. et c'est tes références de base Mm. qui vont te permettre par la suite de cycler tout le reste, même si on sait que en compétition, tu as des facteurs favorisants liés à l'environnement de la compétition Ou défavorisant, parce que tu as ou défavorisants. l'arbitrage que tu n'as pas à l'entraînement. Exactement, tu as Ouais. raison. À quelle fréquence tu l'utilises? Le test 1RM. Ouais. Pour moi, le vrai test 1RM, c'est en compétition, ou alors c'est très rare en entraînement, et ça peut être un peu plus fréquent, on va dire, sur le développé couché qui a tendance à plus récupérer que les deux autres mouvements. Ouais. Mais déjà, moi, j'isole la performance 1RM de compète et la performance 1RM d'entraînement. Mhm. Dans mon tableau de calcul que j'ai pour chacun de mes athlètes, quand je récolte les performances, j'ai 1 RM compète, 1 RM training. Parce que c'est pas la même chose. Comme on a dit tout à l'heure, le but c'est préparer ton athlète à performer sur un moment précis. Donc, la différence avec la compétition et l'entraînement, c'est que pour la compétition, tu as toute une phase d'affûtage, de taper, on l'appelle comme on veut. Mhm. Et cette phase-là, elle va être cruciale pour avoir une hausse de performance. À côté de ça, tu vas ajouter ton ambiance de compétition. Nous, on appelle ça la hype, le fait de se mettre vraiment dans sa bulle, tout donner, mobiliser toutes les ressources possibles. Bah, en fait, tous ces éléments mis bout à bout, bah, ça peut te faire. Moi, sur mon 1 RM d'entraînement au soulevé de terre, c'est 280 et en entraînement, en compétition, c'est 292. J'ai 12 kilos d'écart Mhm. pour un même RPE hein, et un même cycle, un même moment, un même poids de corps. Et pourtant, il y a beaucoup de différences. Donc déjà, il y a la différence entre les deux. Et ensuite, ça peut m'arriver de tester le 1 RM en entraînement. Ce qui va majorer son utilisation, ça va être la fréquence des compétitions déjà. Si j'ai un athlète qui fait une compète par an versus celui d'en face en fait 5, celui qui en fait 5 par an, ça veut dire qu'il teste déjà ses 1 RM une fois tous les 2 mois. Donc c'est déjà pas assez utile. fréquent. Parce que quand tu fais des vrais 1 RM et que tu es relativement fort, ça crée beaucoup de fatigue derrière. Mhm. Et en plus, tu augmentes ton facteur risque de blessure, plus tu t'y exposes. Quoi. Ouais. Donc, ouais, ce qui drive le plus, ça va être la fréquence des compétitions et l'objectif, parce que tu as certains athlètes qui ne sont pas compétiteurs et pour qui c'est OK de progresser sur des séries, ils préfèrent ça. Ouais, je vois très bien. Mais pour un compétiteur, ouais, ce sera la fréquence de compète qui déterminera ça. Ok. Et est-ce que j'en ai besoin du coup? Oui. S'il fait qu'une compète par an, ben, je vais le tester peut-être au bout de 6 mois, le faire, ou même 3 mois, le faire remonter sur peut-être pas des 1 RM, mais au moins des 1 rep RPE 9, tu vois, avec 2,5 ou 5 kilos de marge. Mais au moins pour tester, pour que lui il puisse calibrer son niveau, pour que moi je puisse voir aussi où il en est. Mhm. Car si on part sur un cycle volume pendant 3 mois, au final, je ne sais pas réellement si ça fonctionne ou pas, si je ne peux pas tester sur l'épreuve spécifique qui Bien est sûr. faire un max. Quoi. Ok. On va parler d'une spécificité à votre sport, c'est les équipements. Ouais, ah bah tu es sur le bon timing parce Il qu'on est paraît. en plein dedans là.
Il paraît que c'est bon, voilà, de manière plus ou moins fréquente, vous avez ce genre de réflexion. Je crois que c'était sur le bench il y a quelques années de ça. Ouais. Là, c'est plutôt au niveau du squat. J'ai vu passer des choses là-dessus, notamment via Brian, Oui. sur le changement des genouillères Ouais. qui vont passer à des genouillères rigides, à des genouillères beaucoup plus souples. Oui. C'est ça. Euh, Toi, quel est ton avis sur l'utilisation de ces équipements lors des entraînements Hmm. et comment en fait tu conseilles l'utilisation à tes athlètes? Dépendant du niveau de l'athlète, sur un gros débutant, s'il n'a pas de matériel, j'irai pas forcément lui dire au bout d'un mois d'aller en acheter. Ouais. Il peut très bien construire une base technique, solide, musculaire, tout au final sans équipement. Si son but c'est se mettre à la compétition, si vraiment c'est un pur débutant, je le laisserai pendant une période, par exemple 6 mois sans rien, et après au moins investir dans une ceinture. Non pas pour le protéger, mais nous, tu sais, coaching. on a... Pardon? Dans le coaching, Ouais. au niveau du bracing. Ouais, exactement. On a toute cette méthode du bracing, le fait de vraiment chercher à se compacter, à utiliser l'air qu'on inspire pour venir se rigidifier. Et en fait, bah, la ceinture te fait une sorte de feedback et c'est mieux, en tout cas, il est de meilleure qualité. Et potentiellement, tu peux éviter des blessures, non pas parce que la ceinture vient te protéger et te rigidifier, mais parce que ton bracing est meilleur, donc tu deviens beaucoup plus indéformable à la charge. C'est pour ça que je l'utiliserai. Après, les genouillères, pour le coup, ça rentre pas dans ce cadre-là, puisque tu peux pas rigidifier des genoux. La genouillère, elle va uniquement servir comme aide à la performance. Tu peux pas le voir autrement. Celui qui me dit je mets pas de genouillère pour pas avoir mal aux genoux, c'est une erreur pour moi. Parce qu'en fait, tu mets une rustine sur une piscine, hein, ça va péter au bout d'un moment. Donc, genouillère, ça rentre pas dans ce cadre-là. Pour moi, ce serait juste la ceinture à la limite. Donc voilà, pour un débutant, ça marcherait comme ça. Pour un athlète totalement opposé de haut niveau, ben, on va chercher à avoir l'équipement le plus performant possible, donc la ceinture la plus rigide et la plus grosse possible selon sa structure. Les genouillères jusqu'à présent qui ont un pouvoir de renvoi le plus élevé possible, avec beaucoup de rigidité, pour avoir ben, soit ce petit gain de confiance parce que l'athlète se sent mieux, plus en sécurité et plus solide en bas du mouvement, soit bah, ça n'a pas été spécialement prouvé, mais si tu as, je sais pas moi, 2,5 kg de plus possible grâce à des genouillères plus rigides, ben, il faut sauter dessus, puisque tes concurrents auront les mêmes et on fait la battle avec les concurrents. Donc il faut avoir le même matériel. Donc je le vois comme ça. Ok. Et qu'est-ce qui explique que la fédération, c'est une fédération internationale, j'imagine? Tu as national, européen et national. Non, mais je veux dire qui a décidé de ce changement de genouillère? Ouais, c'est l'Inter, ouais. C'est international. Pour quelles raisons ils ont pris cette décision de passer sur un équipement jugé moins performant? Ce qui est étonnant d'une certaine manière, parce que forcément, bah, ça va contraindre à mettre moins lourd, moins impressionnant. Ouais, on est d'accord. Voilà. Et ouais, déjà cette première question. Les deux leviers, là, tu vois, depuis 4-5 jours, c'est un peu la guerre sur les réseaux avec ça. Les deux leviers et les deux teams qui se démarquent, c'est le levier. Bon, je dois faire une rétrospective. En force athlétique, tu as deux disciplines. Tu as la force athlétique, on appelle ça le RAW, R-A-W, donc brut, quoi, qui se pratique normalement sans équipement. Mais le sans équipement pour cette discipline, c'est quand même la ceinture, les genouillères, les bandes de poignet. D'accord. À côté de ça, tu as le powerlifting. C'est exactement les mêmes épreuves, mais avec de l'équipement. Et l'équipement en powerlifting, c'est des bandes de genoux ultra tendues, des combinaisons qui viennent créer une sorte d'élasticité au niveau des hanches, un maillot au développé couché qui vient créer de la résistance aussi. Et en fait, cet équipement-là va rajouter énormément de performance. Pour te donner un ordre d'idée, sur un développé couché, les meilleurs au monde, ils peuvent rajouter 150 kg. Sur un squat, tu peux rajouter 150 ou 200 kg. Enfin, vraiment, c'est un sport totalement différent. Pour l'avoir pratiqué, j'ai coaché au niveau international là-dessus. Du coup, j'ai pratiqué pour comprendre. Et ça ne s'aborde pas du tout de la même façon. Que ce soit la programmation, l'approche technique et tout, c'est totalement différent. D'accord. Donc le premier argument de ce changement de genouillère, c'est se rapprocher vraiment du RAW. Parce qu'en fait,
il y avait des plaintes sur le fait que, ben, en fait, on cherche à avoir un matériel qui est plus performant avec la genouillère rigide. Donc il y en a certains qui voyaient le fait de se rapprocher du côté powerlifting avec les équipements ultra serrés. Donc ça perdait un petit peu son sens ou leur idée de base, tu vois. Parce qu'à la base, ça n'existait pas les genouillères, c'était que l'équipé à la base, avec les bandes. Ouais. Donc il y a eu ça, et après il y a eu des arguments argent, marketing par rapport aux différentes marques. Certaines marques qui peuvent sponsoriser et d'autres pas. Certaines qui créent du matériel rigide et d'autres pas selon les politiques. Ouais. Donc voilà, c'est les deux leviers, c'est trop d'équipement tue l'équipement et le côté business, quoi. Ok. Et à quel point, toi, tu jugerais utile qu'il y ait des compétitions brutes, Ouais. raw, comme tu dis, sans équipement? Ben voilà, en fait, tu viens. Pour moi, tu as un cahier des charges sur le règlement. En l'occurrence, les genouillères, c'est donc 7 mm d'épaisseur et du néoprène qui doit la constituer. Je ne suis pas allé sur l'étiquette de chaque genouillère, mais j'imagine que si elle a été acceptée, elle fait quand même 7 mm et c'est quand même du néoprène. Juste, ça doit être constitué différemment et elle est plus rigide, j'imagine. Pour moi, si tu interdis un type de genouillère comme ça, alors que ça respecte le cahier des charges initialement, enlève tout. Et tu fais du squat sans genouillère. Voilà. C'est mon avis à moi, ce serait ça. C'est si tu veux vraiment faire du raw, fais du raw, pas de ceinture, pas de genouillère, pas de bande de poignet, rien du tout. Et à côté de ça, celui qui veut mettre de l'équipement, bah, il permet de faire du powerlifting en équipé. Mais ça serait un changement trop drastique. Il y aurait plus, il y aurait une perte financière du côté sponsoring des marques. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, tu sais, il y a des accords un peu dans tous les sens, comme dans tout. Et puis, je pense que ça en découragerait un paquet parce que quand tu enlèves la ceinture et les genouillères, crois-moi que ton squat, il a plus la même tête. Hein, donc, exactement, ouais. Donc, ils le feront jamais. Mais perso, c'est ce que je préférerais. Si tu en interdis une, tu interdis tout. Sinon, tu les laisses. Voilà, c'est tout. Moi, je veux pas me faire tirer dessus par les pratiquants de FA, parce que je ne suis pas du tout de ce monde-là. Mais d'une certaine manière, c'est un sport qui m'intéresse beaucoup, parce que de fait, ça, c'est un sport qui est très proche de la préparation physique, comme on le disait tout à l'heure. Oui. Et en fait, moi, le côté équipement est quelque chose qui me saoule. Ça te dérange, ouais. Ouais. Bah, en fait, même ça me saoulerait, en fait. Tu veux dire de toi le porter? Ouais, exactement. Ok. C'est très personnel ce que je dis là. Ouais. Et tu vois, si, je ne sais pas si je le ferais vraiment, mais potentiellement, s'il y avait des compétitions raw, bah, je me dirais vraiment, comme moi je fais mon squat à la salle, sans rien, et ben, ça serait peut-être quelque chose qui m'intéresserait davantage. En fait, mais c'est sûr que les barres, elles seront beaucoup moins hautes. Ouais, c'est ça. C'est que déjà, quand tu te penches sur toutes les personnes qui se mettent à la FA en compétition en tant que débutant, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de, et même à haut niveau d'ailleurs, tu as beaucoup de problèmes d'ego. Et si j'ai un problème d'ego et que je ne suis pas aligné forcément avec moi-même, et que je me rends compte qu'il y a un équipement qui me permet de squatter 5 kg de plus ou 10 kg de plus, je vais être potentiellement moins ridicule que le mec le plus fort de la compétition ce jour-là. Et ben, je vais peut-être passer le pas et mettre l'équipement pour être un petit peu plus fort et avoir des performances un petit peu plus hautes. On n'oublie pas que le côté réseau est super dominant là, dans toute cette approche. Ben, je vais être plus fort sur les réseaux sociaux, donc ça va être aussi mieux. Je vais peut-être plus ressembler à mon idole d'athlète international qui porte tout l'équipement parce que j'ai exactement la même panoplie que lui. C'est pas quelque chose qui est négatif. Mais en tout cas, je pense que le raisonnement, il part de là aussi, tu vois. Et justement, pour rester sur cet aspect un peu mental et psychologique, comment toi tu travailles mentalement avec tes athlètes? Est-ce que tu travailles avec aussi des préparateurs mentaux au sein d'OPT? Et notamment sur la gestion du stress et de la compétition à proprement parler? On a un préparateur mental dans l'équipe qui s'appelle Léopold Sapé, qui est de Lyon. Okay. Il intervient dans le foot, multisport et aussi la force athlétique. Okay. En fait, j'avais fait appel à lui
à titre perso en vue de faire une collaboration avec OPT. Ok. Parce que j'avais déjà des athlètes qui étaient suivis, que très peu, mais quelques athlètes qui étaient suivis par des préparateurs mentaux. Et je me suis dit, il faut que je teste moi pour pouvoir, entre guillemets, le mettre en avant et le proposer. Donc il m'a suivi, j'ai vu beaucoup de bénéfices sur ma pratique perso. Donc on a commencé à bosser avec lui et depuis, voilà, on collabore. En tout cas, sur le côté mental pour les athlètes, ouais, ce que je m'attache à faire, c'est déjà créer un rituel. Pour moi, c'est le plus important, en tout cas celui qui aura le plus d'impact là sur mes athlètes directement, c'est créer un rituel pour rassurer et retrouver un maximum de repères. On est sur un sport où il y a énormément le paramètre de sensation. La sensation de la barre sur le dos, la sensation de la tension, la sensation de la respiration. Il y a une multitude de paramètres et plus tu avances dans la pratique, plus tu es sujet et plus tu es fin en fait sur les perceptions que tu vas avoir. Donc, quand tu arrives en compétition, t'es pas. Alors, de prime abord, on pourrait penser que tout est pareil. C'est une barre et un rack. En fait, il n'y a rien qui est pareil. Ok. T'es pas dans le même endroit, t'as pas la même ambiance, t'as l'arbitrage, t'as le côté photo, lumière, etc. Généralement, à part si t'as la chance d'être dans un club où t'as tout le matériel à disposition, généralement t'as peut-être pas la même marque de barre, peut-être pas la même marque de rack. Tu as peut-être le sol où il y a un petit trou, alors que à ta salle, le trou il est de l'autre côté. Et en fait, plus tu avances et plus tu affines, et plus tu peux être perturbé par tous ces éléments qui peuvent être changeants. En plus de ça, tu as le stress de l'enjeu, tu as tes concurrents, tu as la pesée. Si tu descends en poids, c'est à prendre en compte. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Au plus tu peux créer un rituel, donc que ce soit par la visualisation, le dialogue interne, euh, la respiration, enfin il y a plein de méthodes pour tout ça. Au plus tu peux ancrer ça, donc ce rituel et cette façon de faire à l'entraînement, au plus tu vas pouvoir essayer de le remettre en place à la compétition pour que, ok, il y a 50 éléments qui ont changé, par contre, il y a un élément qui ne change pas, c'est mon rituel et ma routine. Et en fait, l'athlète, au lieu de se disperser sur tout ce qui va changer, il va pouvoir se recentrer sur justement ces rituels-là et se rassurer, retrouver des repères, et en fait devenir beaucoup plus efficient et pas perdre cet aspect focus grâce à ça. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça que j'entraîne mes athlètes, quoi. En fait, ce qui est très transférable à beaucoup de disciplines, c'est cet aspect rituel. C'est souvent des Ah oui, conseils qu'on retrouve. Et ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, à première vue, on se dit quelle est la différence qu'il veut y avoir. Et en fait, tu viens nous montrer quelles sont les différentes choses qui peuvent perturber l'athlète. Et on voit que finalement, c'est du détail. ah oui, Et là où les gens qui ne sont pas attraits à la performance, ils verraient avec du feu et se diraient ils abusent un peu. Ceux qui le savent que bah c'est de la oui. performance et que ça se joue justement sur les détails. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon podcast ainsi, tu vois. Mais c'est sûr, mais enfin tout sportif compétiteur qui fait attention entre guillemets à son évolution et à la quête de la performance, il comprendra très bien. Euh, enfin dans n'importe quel sport, tu prends un golfeur, ben je pense la sensation du terrain, l'air, enfin tu vois, tu as plein d'éléments qui sont à prendre en compte. Ben nous c'est exactement la même chose et ça va être le type de revêtement du grip sur la barre que tu vas Ouais. sentir différent. Ça va être le type de magnésie utilisé. Enfin, il y a une multitude de paramètres et comme je te dis, plus tu avances dans la pratique, plus tu es fin dans cette perception-là. C'est ce qui fait ta force, mais à condition de le maîtriser. Si tu maîtrises rien du tout, cette force, elle te plombe complètement parce qu'en fait, tu te fais une montagne de choses qui vont pas. Alors que si tu as la capacité de passer au-dessus et de te concentrer sur les bonnes choses, ça peut être bien plus intéressant. Ouais, carrément. Pour continuer sur cet aspect collaboration, on parlait de Léopold donc en préparation mentale. Je ne sais pas si tu travailles directement, mais je sais que tu es relativement proche de Fred Cossé, Ouais, que j'ai reçu sur le podcast 63 pour ceux qui veulent aller écouter tout ça. On a parlé beaucoup de santé comme un socle de la performance, ce dont on parlait juste à présent. Et aussi via mon gars Brian de Relift ouais. Rehab, dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi en fait pour toi la valeur ajoutée de ces partenariats au sein d'OPT? Bah, déjà, j'ai envie de dire chacun son boulot.
Mon boulot, c'est de faire performer mon athlète, de périodiser, de le tenir dans mes capacités de coach en santé. Quand ça excède cette capacité-là, j'ai besoin d'avoir un soutien en fait. Mm. Sur le plan mental, c'est la même chose. Sur le plan nutrition, c'est la même chose. Enfin, voilà. Donc, faut pas hésiter, je pense, à pas forcément déléguer, mais travailler en synergie avec quelqu'un. Et tu vois, que ce soit Brian ou Fred, on bosse ensemble dans la préparation de mes athlètes pour certains qui en ont besoin. Et on est vraiment main dans la main dans cette approche-là, où en fait, ils se retrouvent avec deux coachs en parallèle et en continu. On a un fichier de périodisation qui est commun. Ouais. Donc l'athlète reçoit sa séance, il va avoir la partie d'Alexis, la partie de Fred mélangée parfois. Et on va faire avancer comme ça. On va avoir des discussions privées, on va avoir des discussions communes avec l'athlète pour calibrer les objectifs, débriefer en interne nous si on a besoin sur comment on va percevoir l'athlète en ce moment, physiquement, mentalement. Est-ce qu'on va plutôt prendre une direction où on va chercher à gratter et à grimper sur l'intensité? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être le relâcher? Et tu vois, on parlait des notions d'interférence. Euh, Fred, par exemple, on entraîne un athlète qui s'appelle Pierre Renaud. Mm. Pierre Renaud, c'est un des athlètes les plus forts de France en moins de 93. Ok. Performance exceptionnelle. Il a déjà eu le record du monde au soulevé de terre, etc. Enfin, vraiment un très gros athlète. Et chez Pierre, on doit faire attention justement à ces interférences-là. Parce que la problématique quand Fred est arrivé, c'est que Pierre, il s'était fait un arrachement osseux sur l'ischio. Ouais. Ok. Donc zone un peu relou, vascularisation c'est compliqué là-bas, donc pour récupérer c'était compliqué. Moi j'ai pris Pierre en charge 2 ans je crois ou 3 ans après qu'il se soit fait ça. On avance, on arrive à progresser mais ça peine un petit peu. Moi je teste des choses, des agencements, justement de la prise en charge plutôt côté kiné que j'arrive à maîtriser mais qui a ses limites. Et au bout d'un moment je dis bon là Pierre faut qu'on, même de lui de toute façon, faut qu'on se fasse aider par quelqu'un. En l'occurrence, à ce moment-là, c'était Fred avec qui on a bossé. Ouais. Et du coup, bon voilà, Pierre, il a cette problématique. Et encore à l'heure actuelle, la chose primordiale, c'est que Fred arrive à son pic d'intensité sur la partie réhab, préhab, remise en charge, même si lui, ça confond un petit peu tout avec sa manière de fonctionner. Mhm. Qu'il puisse avoir son pic d'intensité à un moment et que moi je puisse avoir mon pic d'intensité à un autre moment pour que les deux ne se chevauchent pas, sinon les deux vont être contre-productifs. Donc c'est là le challenge de bosser en binôme, c'est que les difficultés, les challenges que je t'évoquais à titre perso avec les interférences, là c'est toujours le cas et en plus par-dessus ça tu rajoutes la partie de l'autre professionnel que tu maîtrises pas parce que tu vas le laisser bosser. Bien sûr. Donc le challenge là-dessus, ça a été ça, principalement. Et pour moi, Brian et Fred, ils ont des compétences que j'ai pas principalement dans le diagnostic et le fait de bilanter l'athlète pour déterminer exactement d'où vient le souci et, euh, et localiser, principalement. Mm. Après, une fois que, tu vois, et tous mes athlètes ne sont pas suivis par Fred et Brian parce que déjà ça a un coût. Mhm. Et puis tous ne mettent pas le même engagement aussi dans leur discipline. Mais à partir du moment déjà où moi j'ai un kiné compétent qui peut bilanter mon athlète pour me dire ça vient de là, il y a ça, c'est multifactoriel, mais là on a un gros axe, déjà c'est rare quand j'en trouve un qui arrive à le faire. Mhm. Mais quand j'en ai un, moi ça m'aide à driver beaucoup mieux ma programmation et généralement ça marche beaucoup mieux grâce à ça, quoi. Ouais, dans tes consignes, dans les variantes que tu veux utiliser, Ouais, ma programmation, paramètres. le choix des exercices, Ouais. le choix des tempos, des sollicitations, ça m'aide beaucoup, ouais. Ouais, non, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est clair. Et je trouve ça intéressant, effectivement, encore une fois, tout l'écosystème que vous avez pu mettre en place à travers OPT. Comment toi tu vois l'évolution de la force athlétique dans les 10 prochaines années? D'un point de vue en France en particulier, Mhm. et puis après plus généralement dans le monde. Là déjà, la différence avec mes débuts et maintenant, elle est aberrante Ouais. avec le nombre de Ouais, pratiquants. c'est pour ça que c'est intéressant de se projeter. C'est déjà un truc vraiment de malade. Le nombre de compétitions, le nombre de compétiteurs dans les compétitions. Pour te dire, quand on avait des compètes, on va dire régionales, sans grand enjeu,
On avait peut-être 40 participants. Là, on les bloque à 100 et sinon, il y en aurait 200, tu vois. Donc vraiment, le nombre est vraiment énorme. Et après, ça, c'est des points positifs. On peut aussi noter des points négatifs de l'évolution. C'est, tu vois, comme on a dit, le fait d'avoir des débutants qui grillent des étapes. Ouais. Ça, pour moi, c'est un facteur négatif, que ce soit sur le matériel, sur l'approche qu'ils peuvent avoir avec le sport, avec des athlètes qui s'impliquent beaucoup trop et trop tôt et qui tournent toute leur vie autour de ça, alors qu'au final, ils sont pas, ils sont pas enclins à faire des championnats du monde, tu vois, mais qui veulent vivre comme des athlètes limite pro, et en fait qui, pendant 2 ans, 3 ans, mettent les études des fois en stand-by, qui veulent que s'entraîner, qui tournent toute leur vie autour de ça et qui développent aucun projet annexe, aucune évolution pro, perso, sociale. Pas de double projet. Et en fait, au bout d'un moment, il va manquer quelque chose, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît pas trop avec la démocratisation de ce sport. Fort heureusement, il y a des super coachs comme OPT qui peuvent driver là-dessus et c'est important, je pense, en tant que coach, de vraiment alerter sur ça. Okay. Et tu vois, je parlais de Cassandre tout à l'heure, ma jeune athlète. Là, elle vient d'avoir... Non, elle n'a pas eu 18 ans encore, elle a 17. D'accord. Et mon objectif pour elle, c'est la prendre en charge vraiment sur le long terme. Donc de ces là, 15 ans à... on prépare déjà, si tu veux, la mentalité pour les championnats Open. Donc ça, quand elle aura 25 ans à peu près. Donc c'est déjà une période de 10 ans. Et en fait, mon objectif avec elle et avec d'autres, mais je la prends comme exemple, c'est de pouvoir créer des objectifs qui sont annexes à sa carrière sportive. Okay. Pourtant, elle a une carrière de fou déjà, tu vois. Mais elle s'implique, elle est pompier volontaire, elle va s'impliquer dans autre chose, etc. Avoir des objectifs annexes, c'est hyper important. Et voilà. J'ai dérivé un peu par rapport à ce que tu me disais. Mais ça me fait penser, tu parles en fait finalement de tout ce qui a trait au double projet. C'est quelque chose que, tu vois, dont j'ai vraiment parlé avec Raphaël Oma, je ne sais pas si tu connais, qui est préparateur mental, qui travaille pas mal dans le foot, mais pas que, et qui a écrit un livre sur le stress et qui parle beaucoup aussi de double projet. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant pour les forceux qui vont nous écouter et puis tous les autres. Et selon toi, si tu te projettes... Ah oui, dans 10 ans. Ouais, okay. Exactement. Et puis surtout, à quoi ressemblerait peut-être l'athlète vraiment expert, international, et également le coach qui l'accompagnera? Pour moi, on y est déjà. Les athlètes internationaux, là, on a des performances qui sont absolument époustouflante. Même c'est quoi la suite justement? C'est là où c'est... En fait, il y a 5 ans, tu me demandais ça, je te disais, c'est atteindre 800 kilos en 83. Bon, le week-end dernier, au championnat des US, il y en a un qui a fait 900. Et tu te dis, mais ça s'arrête où et quand? Parce que 900, c'était un total de fou en moins de 105 kilos. Ouais. Et lui, il est en moins de 83, il est junior, tu vois. Ouais. Les performances sont folles. On se dit tout le temps, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Oui, mais là, en l'occurrence, ça ne s'arrête pas. Donc, est-ce que ça va continuer? Je pense qu'au bout d'un moment, les gaps de charge vont quand même réduire, mais les performances vont encore monter. Après, ça ne sert à rien que je te dise quel total on vise par catégorie, ça ne va pas vous parler. Mais oui, les performances vont monter, le nombre de compétiteurs va monter encore. Là où il va falloir être bon, c'est sur la structuration à l'échelle internationale, mais surtout nationale, parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des compétitions qui sont prises d'assaut et où en 2 minutes ou 3 minutes, il n'y a plus de place sur les 100 personnes potentielles. Comme un concert. C'est des inscriptions en ligne. Il y a des inscriptions qui ouvrent à 6h, 7h du matin. Il y a tout le monde qui est prêt à cliquer pour avoir sa place. Et en fait, tu te retrouves avec des athlètes qui ne peuvent pas participer parce que ils ne sont pas au clic près, tu vois. Et en fait, même nous, dans notre projection d'entraîneur, des compétitions de force athlétique, ça se prépare sur 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et quand tu sais que la compétition va sortir dans 2 mois et que l'athlète ne peut pas participer, tu es un peu bloqué, tu vois. Donc ça, c'est un point gênant, un point négatif. Et par la suite, du coup, ça peut devenir un frein
si c'est pas restructuré correctement avec tel ou tel système. Ouais. Donc je Et verrai est-ce ça. qu'il n'y a pas aujourd'hui un système un peu de vidéo comme on peut voir au CrossFit pour Pour les avoir, qualifs, pour ça pourrait. Ça parce que pourrait. sinon, tu peux peut-être avoir des gens qui ont le clic plus rapide, mais qui ont la barre moins haute Ouais, que ouais, celui qui n'a pas eu le clic rapide. ça pourrait. Je sais pas si on y viendra, mais ça pourrait libérer un petit peu de contraintes là-dessus, ouais. Effectivement. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote de compétition ou éventuellement de suivi dont potentiellement tu n'as pas encore parlé Hmm. et quelque chose qui te semble pertinent à partager aux auditeurs? Bon, tu couperas peut-être, hein. Ouais, ouais, non, t'inquiète, Là, comme réfléchis ça, s'il faut. je suis très mauvais pour me rappeler de ces choses-là. Euh, Cherche au niveau national ou inter, qui pourrait être parlant. Où tu vois une personne où tu te disais, elle a des objectifs peut-être trop hauts et au Ouais. final elle le fait. Ou à l'inverse, elle était plutôt en se disant bah, je vais faire tel minima et puis en Ben, fait elle explose le truc parce que l'engouement, le truc, tu ouais, vois. ben, tu vois, c'est pas une anecdote en particulier, mais ça renvoie vers quelque chose où plusieurs fois au cours des dernières années, j'ai pu m'entretenir, donc j'ai toujours un appel visio de départ sur lequel j'ai un questionnaire avec une trame préétablie pour Mm, récolter un maximum d'infos de l'athlète. mm, Et il y a beaucoup de fois où lors de ce questionnaire, je me dis, bon, cet athlète, il est ouais, beaucoup trop ambitieux, des performances qui sont annoncées mais beaucoup trop hautes, il n'y arrivera jamais. Bah, des fois, ça me fait mentir, c'est rare, mais c'est déjà arrivé. Et inversement, des athlètes qui, entre guillemets, payaient pas de mine, tu vois, niveau morphologie, avec des performances vraiment basses initialement, et en fait qui ont tout pété sur 4-5 ans parce qu'ils avaient un mental de fou, et c'était des bosseurs de malades. J'ai coaché des athlètes qui étaient voilà, à très bon niveau, et qui au final, au bout de 1 an ou deux, à la moindre déception, ou parce que ben là, tout d'un coup, il n'y a plus de podium parce que la ouais, concurrence arrive, hop, ça s'arrête, plus de compétition, plus de sport. Et au final, celui qui était en mode grind depuis le début, il passe devant et ça devient un super athlète. ouais. Et j'ai des progressions de 200 kilos sur le total à déjà un bon niveau, tu vois. Donc c'est quand même énorme par rapport à ça. Donc vraiment, ce sport-là, faut être doué génétiquement, faut être né pour, mais la capacité de travail et d'engagement, je ne sais pas si elle prime, mais elle est super importante. Vraiment super importante. Ok. Alexis, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Oui. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Putain, j'avais noté quelqu'un, j'ai oublié. Je peux regarder? Ouais, si tu veux. Ah, j'avais noté quelqu'un. Tu me l'as demandé en plus. Ah bah oui, du coup. Pas Fred Kos, du coup. Je t'en ai parlé tout à l'heure, Nicolas Haute. Ouais. Bah, Nicolas Haute, moi en tout cas en tant que coach de Power, bah, c'est un podcast sur lequel je sauterai puisque à chaque fois qu'il y a un podcast de sa part, je pars l'écouter directement. Pour le rapprochement qu'il pourrait y avoir plutôt sur l'aspect prépa mental, là ce serait pas forcément sur l'aspect entraînement, à part sur la casquette de head coach et justement composer avec les différents professionnels comme j'essaie de le faire, mais je pense que je ne suis pas encore à son niveau. Mais au moins sur l'approche qu'il peut avoir avec avoir le bon mot au bon moment dans une situation de chaos justement. Euh, Tu sors t'as 1 minute pour parler à ton combattant, il repart au charbon dans 1 minute, il faut lui dire les bons mots au bon endroit, avec le bon ton, la bonne intonation, Mm, ça change tout. Et nous, c'est la même chose. mm, Nous, tu as beau avoir 8, 10, 12 minutes entre les essais, c'est peut-être parfois pire parce qu'en fait, l'athlète, il part en réflexion non-stop. Et si toi, tu n'as pas les bons mots, que tu ne sais pas bien t'adapter au profil que tu as face à toi, tu peux perdre un athlète. Si tu as un athlète qui a besoin d'être stimulé et que toi, tu as un discours apaisant,
contre-productif au possible. Si tu as un discours apaisant avec quelqu'un qui, à l'inverse, n'en a pas besoin, ben, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Donc ce côté discours et réagir dans l'instant T, qui je trouve est un marqueur chez lui, moi ça m'intéresserait. Ouais, on voit encore cette notion de transfert qu'on peut voir avec les différentes disciplines. Ah oui. Et c'est marrant parce que ça fait le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, où tu disais que les gars venaient souvent des sports de combat. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être hyper intéressant d'aller interviewer et discuter avec Nicolas Hoth, qui est donc head coach de Nassourdine Ouais. Imavov, et puis aussi de Benoît Saint-Denis. Maintenant, oui. Ouais. Et même plein d'autres combattants. Et super plein d'autres renommés, combattants, ouais. mais on va dire pour Mais les plus connus, les ouais. plus connus et les plus, enfin voilà, ceux qu'on voit beaucoup en ce moment. Et tu vois, on parlait des athlètes qui avaient tendance à grinder, à avoir vraiment cette mentalité à pas lâcher. Ben, on a des athlètes qui étaient compétiteurs en sport de combat, sambo, judo, etc. Ouais. Et en fait, la difficulté, c'est clairement pas le jour de la compétition. C'est plus sur le côté être seul et passer 3 heures à l'entraînement, enfermé tout seul face à une barre. Ça, c'est ce qui va potentiellement plus les mettre en difficulté. Par contre, le jour de l'entraînement ou la pression qu'ils vont avoir par rapport à une charge, je trouve qu'en moyenne, elle est bien plus basse qu'un athlète qui n'a pas pratiqué ça. Parce que ben, je pense que pour eux, ça génère plus d'angoisse, plus de stress de se retrouver enfermé dans une cage face à quelqu'un pour se battre. Plutôt que, tu vois, ils ont tendance à rationaliser en disant bah, c'est juste une barre de fer, tu vois, au pire, je reste en dessous. C'est leurs mots, hein, c'est pas les miens. Mais du coup, ils peuvent avoir une mentalité qui peut être intéressante, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant de voir tout ça. Alexis, je te laisse le mot de la fin. Abonnez-vous et suivez les prochains épisodes. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Alexis pour cet épisode, pour un peu toutes les discussions qu'on a pu avoir et puis les transferts, voir aussi l'écosystème qui avait pu être mis en place. Moi, je trouve ça hyper intéressant et c'est des valeurs que j'essaye de transmettre à travers le podcast. Et merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé notre conversation, bah, dis-le nous en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Sur ce, nous, on se retrouve chaque mercredi avec une alternance de podcasts comme ici en interview ou en podcast solo. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force! Ciao!